Bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 10 mars 2020. Martin Lemay en compagnie de Luc Dansereau. Hello, Luc. Salut, Martin. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Toi aussi? Yes, sir. Oui, ça va bien. Un match ce soir, très content. Oui. Une équipe... Oui. Non, mais pour non, vrai. mais moi, je fais partie de ceux qui retirent encore un plaisir à regarder les matchs. Je comprends que les gens... Mais tu sais, moi, tantôt, exemple, je préparais le show avec Guy. Puis, je disais, j'ai assez hâte la deuxième ronde pour Boston-Tampa. Là, je m'acherais en avant des bœufs. Puis, j'ai hâte de voir certaines confrontations. Puis, dans Central, si ça finit avec Colorado-Saint-Louis, je veux voir ça. Puis, il y a des confrontations. Je veux voir Pittsburgh-Philly en première ronde. Tu comprends-tu? Je suis déjà rendu là. Mais un match canadien-prédateur, j'aime ça parce que pour moi, les prédateurs devraient être à des années-lumière de où ils sont présentement. Malgré le changement d'entraîneur, ça n'a absolument rien changé. Puis c'est un des sujets, entre autres, qu'on va discuter avec nos invités. Guy Boucher sera là tout à l'heure, mais on commence ça tout de suite avec Monsieur Je suis sur la route, Marc Denis. Comment ça va? Ça va bien, vous autres? On va très bien. Allons-y. Monsieur, je suis sur la route. Monsieur, je suis sur la route, mais la game est au Centre Bell à soir, Martin. Pourquoi moi je pensais qu'elle était sur la route à Nashville? Je sais pas. Mais je m'en mais Martin, si le match était sur la route, je serais là aussi. C'est ça que tu veux dire, hein? J'étais convaincu que c'était sur la route à soir. Pas vrai? Je fais d'un autre angle, mon gars, puis j'ai préparé comme... Ben, c'est pas grave. Tiens, regarde. Ça change pas grand-chose, en fait, dans ta préparation, mais bon. Non, ça change absolument rien. C'est peut-être que le Canadien s'est entraîné hier au Centre Bell, ça t'a mélangé. C'est quoi, ça ferait un changement dans ma vie si je devais couvrir le Canadien sur la route? Oui, effectivement. Je serais comme en retard un peu. OK, Marc, c'est ta maison pareil. Écoute, on commence ça. Nashville, c'est une équipe qu'on veut voir, puis on va revenir sur le Canadien dans quelques instants. Il y a des choses à dire également sur le Canadien. D'ailleurs, notre question principale est sur Nick Suzuki. Mais les Prédateurs de Nashville, t'expliques ça comment une équipe sur papier aussi bien ficelée qui n'arrive pas à jouer au-dessus de 500 sur une période de 10 matchs? Oui, équipe. Association très compétitive dans l'Ouest. Ça, c'est une chose. Je te dirais des chiffres un peu décevants de la part des attaquants, des Prédateurs. Regardons ensemble là, quelques-uns de ces attaquants. Là. En fait, on va commencer en disant que les Prédateurs n'ont pas de marqueur de 20 buts. Fait que, on dit que le Canadien ne score pas souvent, mais Gallagher en a 22, Tatar en a 22. Tu as des joueurs qui sont là, peut-être Domi qui est pas loin à 17. Les Prédateurs n'en ont toujours pas à 20 buts. Forsberg est plus près à 19. Ça, c'est une première chose. Je pense que de trouver... Tu sais, tu viens de parler de ta préparation pour le match. Fait que là, moi, je fais ma préparation pour le match, puis on est habitué de voir la Joe Falline. Tu sais, là, Johansson, Forsberg, Arvidsson. Là, tes places, puis après ça, tu regardes les autres qui tombent dans des rôles. Là, je suis pas sûr, je suis pas certain c'est laquelle qui est la première. Puis là, je me ramasse sur la 4, puis Arvidsson et Turris sont là, puis je me dis, c'est vraiment la 4? Si moi, je me le demande à distance, est-ce que c'est possible qu'à part Roman Josi, qui le sait que lui, clairement, c'est le numéro 1, là, et d'ailleurs, si on pourrait revenir, parce que pour moi, là, je vous le dis, je vous challenge, là, pour moi, c'est lui qui gagne le Norris. Là. C'est pas Edman, c'est pas Carlson. C'est pas Carlson. Pour moi, c'est Josi. Mais en tout cas, ça pour dire que, fait qu'à l'attaque, je trouve qu'il y a des ratés de ce côté-là. C'est sûr qu'on peut regarder du côté de Pecorine, qui, avant que Jussi Saros commence à jouer la plupart des matchs, a eu vraiment, si on trouve que Carey Price a été difficile, lui à 37 ans, ça a été très difficile cette saison. Fait que c'est un autre facteur. C'est un autre phénomène. Il a perdu sa job. Là, il a perdu sa job, puis, tu sais, là, après ça, tu regardes, là, tu vas demander les facteurs. Là, après ça, tu sais, moi, je le mets jamais en premier, mais là, après ça, tu regardes les unités spéciales. Tu te rends compte que c'est une équipe qui a eu de la misère à garder la rondelle à l'étranger en dehors de son filet en infériorité numérique, son 30e. Tu regardes le jeu de puissance, 25e au total. Tu sais, il n'y a rien qui est super, il n'y a rien qui est wow. Fait à part Roman Josi, là, tu sais, c'est pas... Ça n'a pas été rempli de succès dans une association qui est super compétitive, soit dit en passant. On parle de ça, là, puis les Prédateurs ne sont pas éliminés, là, ils sont au cœur de la course. Non, ils sont au cœur de la course, mais excusez-moi le mot, je vois le vert. Ils devraient être ailleurs. C'est pas le Canadien de Montréal. La ligne du centre, Johansson, Duchesne, Bonino, Carl Torres. Des bons alliés, là, je veux dire, il n'y a pas de Wayne Gretzky là-dedans, là, mais il y a des bons alliés. Un quatuor défensif, ou on va dire un trio défensif flanqué d'une recrue exceptionnelle, parmi les meilleurs de la Ligue nationale de hockey, là, facilement. Là, on peut parler dans la même conversation des mêmes équipes. Pas un, manqué 20 matchs, par exemple. Ouais, pas un, mais 2 gardiens de but, parce que Saros, là, on le paye en conséquence parce qu'on sait que c'est le futur, puis il est payé en fonction d'eux. Honnêtement, je paniquerais bien plus, moi, à Nashville qu'à Montréal. Là. Ouais, mais là, tu sais, Martin, il faudrait peut-être s'asseoir et regarder ce que j'ai pas fait, là. Je le dis tout de suite, là, tu sais, regarder la profondeur, les choix repêchage, là, tu sais, faut...
je sais là, que les gens veulent pas entendre ça aujourd'hui, là, mais du côté du Canadien, tu as quand même des rayons de soleil là, qui planent à l'horizon. Ils ne sont pas rendus, mais c'est pas... en tout cas, bref. T'as raison. On dit les mêmes affaires. Non? On dit les mêmes affaires. Le Canadien, on pensait pas qu'il allait... Moi, les Prédateurs, pour moi, c'était sûr qu'il allait compétitionner avec les Blues de Saint-Louis. Ouais. Puis c'est pas ça une seconde. Surtout avec l'ajout du Chêne, là, que, je veux dire, on a ajouté du Chêne pour avoir de l'attaque, puis on en score. C'est ça. Non, mais c'est là que je les voyais, là. On va être honnête, là. Dans le portrait des séries dans l'Ouest, là, le Colorado, ben c'est sûr que c'est un petit peu un point d'interrogation. Moi, Dallas, je les voyais là, je les voyais peut-être même meilleurs que les Blues, parce que je me dis les Blues vont peut-être avoir des ratés parce qu'ils viennent de gagner la Coupe, là. Ils vont être là. Vegas, Edmonton. Calgary, je n'étais pas certain de les voir là. Winnipeg, je les voyais là. Minnesota, je les voyais pas là du tout. Non, Minnesota, depuis qu'on a des Zucker, écoute, ça, ils vont bien, là, ils sont dans le portrait des séries ce matin. Parle-moi de Matt Duchene. Le Canadien, on sait, le Canadien voulait aller sur Matt Duchene. C'est-tu Matt Duchene qui est je ne sais pas comment dire autrement qu'un mauvais joueur ou une mauvaise influence, ou c'est les coachs qui ne sont pas capables de sortir le meilleur de lui? Parce que Matt Duchene, on l'a sorti à coup de pied dans le derrière du Colorado. C'est arrivé avec Ottawa, ça a mal parti, mais ça a bien fini avec Guy Boucher. Il est en grande demande pour la date limite des transactions. Grande demande au 1er juillet. Signe à Nashville, puis c'est pas ça. Ouais. Ta question est bonne. Puis, je pense que tu vas l'avoir, l'invité, là, pour t'en parler tantôt là, avec Guy. Oui. Je pense que lui va être beaucoup mieux. J'ai jamais joué avec Matt Duchene. Je l'ai pas côtoyé de près non plus. C'est sûr que moi, j'aime le joueur dynamique qu'il était au début de sa carrière au Colorado. Ça fait aucun doute. Je pense que tout le monde serait pas mal d'accord pour dire ça. Il est allé chercher 42 points dans cette saison. Puis il a dit lui-même, là, je pense qu'il l'avoue à The Athletic, là, parce que quand je fais ma préparation, j'essaie de lire aussi, pas juste de regarder les statistiques. Il est allé dire que lui-même, il reconnaissait que c'était pas une saison qui va se rappeler toute sa carrière. C'est 42 points, là, c'est moins que Philippe Danault. On ne s'attendait pas à ça non plus. Fait que, je sais pas, je n'ai pas la réponse, honnêtement, autre que de dire, jouer dans la Ligue nationale, tu peux pas lever le pied, puis c'est à tous les jours, puis c'est tout le temps. Fait que, mais je sais pas, je l'ai pas vu assez jouer. Je peux pas t'en dire ben plus là, dans le sens que j'ai besoin de le voir jouer plus que ça, puis je l'ai pas assez. Okay. C'est moins que Philippe Danault, puis c'est 2 de moins que Max Domi aussi, qui connaît une saison désastreuse. Qu'on dit désastreuse. Oui. On met les choses en perspective des fois. C'est ça. Puis même si on ne l'a pas joué, mais mettons, tu es dirigeant dans la Ligue nationale, là, puis tu te remets en juillet l'année passée. Là. On est-tu encore dans le derby du Chêne? C'est-tu juste une mauvaise saison? C'est incroyable. Moi, je vais te dire ça. Là. Demain matin, je prends la job de GM peu importe où. Là. Ouais. Il faut que je prenne une décision parce que je ne l'ai pas assez vu jouer, comme je t'ai dit. Je demande, écoute, mon département d'analyse des statistiques est là-dessus 24 heures sur 24 pendant 2 jours jusqu'à temps qu'on se décide. Là. Dans le sens que j'ai besoin d'en voir parce que c'est une énigme pour moi aussi. Là. J'ai besoin de voir des tapes, j'ai besoin de voir mes coachs qui le regardent, j'ai besoin de voir mon département d'analyse statistique, là, les statistiques avancées en bon français. J'ai besoin que vous me sortiez des arguments pour ou contre parce que là, il faut que je me fasse une tête parce que moi, dans ma tête, ça marche pas. Là. Ça marche pas 42, ça marche pas 13 buts. 42 points, ça marche pas 13 buts. Ça se peut pas, Matt Duchene ait 13 buts. Ça fit pas dans la patente. Là. Non, c'est clair. Il est entouré, là. C'est pas Matt Duchene au beau milieu de l'océan, là. Non. Avec son ballon de volleyball, là, c'est Matt Duchene avec Forsberg, puis protégé par Johansson, tu en as parlé, Peter Riss, puis Arvidsson, puis Jan Krok. Puis il y a des joueurs dans cette équipe-là quand même. Là. C'est clair. Hey, je prends la balle au bon avant de lâcher le sujet des Prédateurs. Tu as parlé de aussi que c'était ton pick pour le Norris. Ouais. Je ne le conteste pas, je vais juste te poser une question. Ouais, est-ce qu'il faut que les Prédateurs fassent les séries? Ben là, c'est le vieux débat, là, Martin. Là. T'as-tu une demi-heure? Faut que je te parle 2 minutes. Là. Moi, j'adore ça. Quand tu soupires après la question, c'est fantastique. Ben non, mais ça veut dire que c'est une bonne question. Merci. Mais maintenant, tu sais, mettons qu'on part du principe qu'il faut qu'il fasse les séries. Tu vas cracher sur un défenseur qui, dans une équipe qui s'est battu pour les séries jusqu'à la fin, qui n'a pas déjà marqué des buts, qui a fini plus 20, qui est le 3e défenseur le plus utilisé à égalité numérique derrière 2 défenseurs dont les équipes sont éliminées. Là. C'est Chabot et Doughty qui joue plus que lui, sinon c'est aussi. Un gars qui ne va pas tout chercher ses points et ses buts en supériorité numérique, contrairement à Carlson. Il y a 4 de ses 16 buts en supériorité numérique, Romagnossi. Et qui affronte toujours les meilleurs adversaires. Là. À 5 contre 5 à Washington, là, c'est Orlov. C'est Orlov qui a le gros rôle, c'est pas Carlson.
À Tampa, bon, je suis d'accord. Edmond, il a ce rôle-là, par exemple. C'est peut-être pas le corps arrière sur le jeu de puissance tout le temps, là. Mais, tu sais, en tout cas, moi, je vois aussi parce que il rend cette équipe-là meilleure et il est excellent pour patiner et savoir quand donner sa rondelle. Il veut pas patiner juste comme les belles années à Carlson et Subban. Il veut patiner la rondelle d'un côté à l'autre. Il veut patiner pour sortir son équipe du trouble, puis quand c'est le temps de la donner, il la donne. Les statistiques avancées nous disent que c'est un des meilleurs défenseurs pour sortir en plein contrôle de la rondelle de sa zone. Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de choses, moi, qui me plaisent dans son jeu. Puis là, je vais aller un step plus loin, là. Tu vas me voir venir, tu pourras me prendre la balle au bon, poser la question avec le Canadien après, mais pour moi, Roman Josi, c'est un défenseur numéro 1 2020. Je vais arrêter mon annoncé là. Ah, c'est très... parce que tu as dit que je l'apprends, je vais apprendre. Il y en a combien des 2020 à Montréal? Ben, c'est ça. Tu sais, je savais que tu allais là. J'ai pas de problème avec ça. Tu te rappelles-tu la semaine passée ou il y a 2 semaines, on a parlé de Vancouver, je sais peut-être pas avec toi que j'en ai parlé, mais je parle de hockey un peu dans ma vie. Ça, on a parlé du troisième duo qui était devenu, le premier duo qui était devenu le troisième. Oui. C'est avec moi. Les Islanders. Les Islanders. Bon, c'est ça, exact. Ben, c'est ça. Le D-Boy-Chuck, c'est devenu le troisième duo. La journée où Sherrod Weber, dans 2 ans plus vieux, s'il devient ton troisième duo, le Canadien va être en série. Même deuxième. Oh, oui, même deuxième, c'est bien correct, mais je veux dire, là, je te parlais d'un phénomène. Là. Je te parlais de dire le même phénomène, mais je suis d'accord avec toi. Même deuxième. Tu sais, Petrie, là, c'est ton vrai, pour moi, top 4 2020 dans l'organisation. Ça veut pas dire qu'il faut qu'il joue plus que Weber. Je te dis, c'est le vrai top 4 2020. Mais c'est pas Yossi non plus, là. Fait que, la réponse est là. Tu me demandes, y en a-tu un vrai défenseur 2020? Oui, Petrie. C'est certainement une des raisons, parmi plusieurs, de ne pas échanger Péluat de la team d'intervention. Tu échangerais le seul qui est dans le modèle 2020. Ah, je vais te les donner là, parce que je les ai, puis Chris Boucher serait content de moi. Là. Les prédateurs moyenne par match rang parmi les défenseurs dans la Ligue nationale de hockey. Il y a aussi les premiers en temps de possession offensif, mais la marge est mince avec Hughes, McCarr, Chabot le temps. Okay? Au niveau des entrées de territoire en contrôle, 5,35, là, écoute, c'est 2 de plus que le deuxième dans la Ligue. Et le deuxième dans la Ligue, il y en a juste 3,48, c'est Chabot. Puis pour les sorties de territoire, là, c'est 8,41. Puis encore là, c'est loin devant Chabot et je te parlais d'Éric Carlson tantôt, puis je ne savais même pas. Là, je me rappelais pas de ce tableau-là au complet, je l'avais vu ce matin. Fait que tu sais, il est loin devant. Puis ça, là, c'est le moment où. Là, je le sais, le Chris, il va être super content. C'est le moment où les statistiques avancées rejoignent le high test, le boots underground, appelle ça comme tu veux, là. La façon un petit peu vieille école que le Canadien aime faire les affaires versus la façon 2020 que Cheka et Dubus analysent ça. Là, les deux se rejoignent. Parce que je viens de te parler, je te l'ai dit sans connaître les chiffres. Je savais que j'avais raison des chiffres. Je t'ai pas l'image de Yoshi quand il jouait. Je t'ai dit que c'était 2020, puis là, je t'amène des chiffres. C'est comme ça qu'une organisation doit recouper les statistiques et les connaisseurs de hockey, et les dépisteurs, les dirigeants de hockey. C'est comme ça que tu recoupes une statistique. Exactement. Puis là, mais sans dire que tu m'as assommé, mais tu as scié à banane à tous ceux qui pensaient que ça allait être John Carlson haut la main. T'sais, on sait tous qu'Orlov est le défenseur le plus complet, celui qu'on donne les missions défensives. Moi, j'avais dit, n'oubliez pas Pietrangelo dans la conversation, même si les points ne sont pas là. C'est vrai. Je ne sais pas comment dire en français, c'est le cornerstone de cette équipe-là. Oui, mais ça, c'est un très bon point aussi. Là. Très, très bon point aussi. Mais moi, là, je vais vous le dire tout de suite, là. Moi, là, je ne rentre pas dans cette bataille-là. Là. Il y en a des fois là, qui là, ils mettent leur vote sur Internet et ils se font ramasser. Ça n'a pas de bon sens de voter pour un tel. Là, c'est Draisaitl. Un Draisaitl, c'est statistique. Regarde, tu votes pour Carlson, là, j'ai pas de problème. Moi, je te dis, celui que moi, j'aimerais que je vote, que j'aimerais qu'il soit récompensé, voici pourquoi. Après ça, tu me dis, Carlson, il y a plus de points, il y en a quasiment 12. Il y en a 12 de plus ou 15 de plus? Parfait, t'as raison. C'est vrai, t'as raison. Je m'avoue vaincu. Parce que si le jeu de puissance n'est pas là, les Capitals ne finissent pas premiers. Il y en a d'autres arguments pour d'autres bons défenseurs. On s'entend, je les prendrais tous dans mon équipe. Oui. Il y a comme 6 buts gagnants versus 1 pour lui aussi. Tu peux y aller. Ouais. Tu sais, j'ai vu Victor Edmond la semaine passée, puis tu sais, d'avoir cette mobilité-là, puis cette étendue-là, son wingspan qu'on appelle en anglais, ouais. D'avoir la portée, là, c'est assez exceptionnel d'être capable de faire les deux. Ah oui, c'est une stature, Victor Edmond. OK. Moi, je vais prendre la balle au bon sur ce que vous avez dit, évidemment, sur Pécoriné. On jurait qu'on joue au tennis. Hein? Oui, c'est pas pire. Pour moi, on va changer le titre du show. Balle au bon. Non, mais les gens réagissent évidemment à ce que vous dites, puis des fois, les commentaires sont décalés parce que les réponses sont décalées, puis vous changez de sujet, puis ce qui est bien correct. C'est quoi la différence, Marc? Parce que
JP, il dit Pécoriné, avec son pourcentage d'arrêt, il est passé de 918 l'année passée, puis il est 895. Je ne sais pas si je me trompe. Non, tu es dedans, il n'est pas capable cette année. C'est ça. Et là, il dit Sarah, c'est quasiment identique, ses statistiques à l'année passée, pourcentage d'arrêt. Donc, à 37 ans, il doit ressentir le poids de son âge, c'est évident. Bon, c'est l'analyse de JP, c'est bien correct. Ouais. Carey Price a 32. Donc là, les gens font l'exercice, ouais, mais là, ça donne juste, mettons, 5 ans. mettons 3, 4, en espérant que Caden Primo fasse un Saros de lui-même. Ouais, mais en même temps, tu sais, là, je vais tantôt, tu parlais d'argument massue, là, je vais te dire, ouais, mais c'est qui a gagné le Vézina en 2018? C'est pas Riné. C'est Pécoriné à 35 ans. C'est Pécoriné, oui. C'est Pécoriné à 35 ans. Ah, c'est bon, ça. C'est un bon argument. Non, mais je veux dire, il y a un moment donné où c'est sûr que ça casse. OK? Puis là, on a l'impression que Riné, ça casse là. Puis, tu sais, là, les preuves commencent à être accablantes. Si on était dans une cour de justice, tu sais. Mais je suis pas prêt à dire qu'à 32, c'est fini, tu sais. Puis, Carey Price a eu des problèmes de blessure, mais il n'a pas eu les opérations hanches comme Pécoriné a eu non plus. Puis, je vais aller un peu plus technique, Marc. Carey Price est beaucoup plus compact qu'un gardien de but de réflexe que Pécoriné est. Là, un gardien comme Riné devrait normalement décliner plus rapide qu'un gardien de but compact comme Price. Parce qu'il suffit beaucoup à ses qualités athlétiques. Exact. Beaucoup plus que Price. Price a des bonnes qualités athlétiques, mais il suffit beaucoup à sa technique aussi. Ouais. Ce qui devrait aider. OK. Canadien, notre question est sur Nick Suzuki. Claude Julien a dit qu'il avait frappé un mur et que c'était normal. Il avait joué beaucoup de hockey. Les séries l'an passé, s'est rendu jusqu'au bout pratiquement. Tu l'as-tu écouté tout de suite ou on l'a joué sorti? Je ne savais pas si tu l'as sorti. Oui, on a Claude Julien qui parle de ce que tu viens de dire. Fait que je sais pas si puis on a Suzuki qui a répondu ce matin. Chaud. On peut écouter les deux. Je ne sais pas si on peut Surtout écouter les deux Suzuki, ensemble. ouais. Mais Claude Julien et Nick Suzuki, on revient. OK. Je cherche à marquer plus qu'un but en 2 matchs. Ça que c'est pas à peu près d'une personne. Là. C'est vraiment... on a marqué un but là, en 2 matchs. Fait que, on essaie de faire des changements qu'on espère vont nous donner l'occasion de produire un petit peu plus. Tu sais, Armia un petit peu de difficulté dernièrement. Suzuki frappait un mur. Tu sais, c'est tout à fait normal. Là, encore là, dans le cas de Suzuki, là, j'en ai parlé d'ailleurs du montant de glace qu'il a depuis plus d'1 an et demi. Là. Alors, c'est tout à fait normal. Yeah, I know I haven't had a point in a while, but I think kind of any player will go through ups and downs throughout the season. And I think I've been playing pretty good hockey. Just haven't found the score sheet. But just coming to each game is a new opportunity. So just looking forward. Je regarde les images, Marc. T'as raison, c'est à Montréal. Merci. J'étais nerveux. J'étais sur l'ordinateur en train de checker les vols l'après-midi. C'est bon. OK, parle-moi de Nick Suzuki. Nous, on a posé ça général aux gens en disant si, mettons, la saison devait s'arrêter là ou, tu sais, mettons, il restait en léthargie jusqu'à la fin de l'année, comment qualifieriez-vous, comment allez-vous qualifier la saison de Nick Suzuki? Tu veux que je réponde à ça? À toutes. Succès sur toute la ligne. OK. Puis, écoute, tu sais, je vais m'en garder un petit peu parce que je vais inviter les gens à être là ce soir. Tu auras deviné, là, je ne surprendrai pas personne. C'est notre sujet d'ouverture, mais on est en train de faire un petit travail de recherche là, pour pouvoir appuyer tout ça parce que je veux pas que ce soit des paroles en l'air, mais grosso modo, là, c'est que depuis son premier camp d'entraînement pro, là, ça n'a pas arrêté. Là. C'est un feu roulant, puis honnêtement, moi, je l'ai vécu, puis c'est l'année la plus occupée de ta carrière quand tu passes de 19 à 20 ans parce que tu as le tournoi de la Coupe Memorial, tu as le championnat du monde junior, tu participes au camp des recrues encore parce que tu n'es pas un vrai pro, tu participes au camp des recrues, au camp de développement. Et là, tu arrives et écoute, moi, c'était pas si mal. Là. J'avais joué peut-être une 50aine de matchs dans la Ligue américaine. Je suis quand même gardien numéro 1, mais lui, là, il jouait, il y a des matchs où il a joué 19-20 minutes comme joueur de centre qui affrontait les meilleurs trios au bord à 20 ans. Je sais que c'est le travail à Dano, mais je te parle, mettons, d'un match à l'étranger, exemple. Absolument. Fait que, tu sais, c'est là où je rejoins un peu la pensée à Claude Julien. Là où il ne faut pas que Nick Suzuki se mêle et où le Canadien ne doit pas se mêler dans le message qui est envoyé à Nick Suzuki aussi. OK? Là, je fais un avertissement, là, mais c'est pas de la psychologie à Saint-Saëns, là. Moi, je trouve ça important de le dire. C'est que où il ne faut pas qu'on se trompe dans la patente, là, c'est quand Nick Suzuki il dit « Je joue du bon hockey, mais ça se peut, buddy, que tu ne joues pas du bon hockey. » Et le message doit être bon. Ça ne veut pas dire que je t'aime pas, puis ça ne veut pas dire... Peut-être que là, tu essaies d'être créatif, mais que tu forces les jeux. Peut-être que tu perds des batailles 1 contre 1 que tu ne perdais pas tantôt. Que tu ne perdais pas
les matchs où tu as joué 20 minutes 33 contre Toronto, ou je vais essayer d'en trouver un sur la route, là, je les ai devant moi, là, où tu as marqué le but gagnant en jouant 18 minutes contre la Floride. T'sais, ça se peut là, que quand tu produisais sur une base régulière puis que tu avais du temps de glace, là, tu jouais du bon hockey. Viens ensemble, là, on va regarder ensemble. Là. On va regarder quand tu as eu trois passes là, dans le temps des fêtes, tu as eu 6 matchs de suite avec 1 point. Là. On va regarder comment tu jouais. Ça, c'est l'apprentissage. Puis là, je vais tout lier ça ensemble. Je vais faire un beau pâté chinois. Mais je vais tout lier ça avec Kotkaniemi, son apprentissage. C'est pas facile d'apprendre dans la Ligue nationale. OK, c'est peut-être pas facile d'apprendre dans la Ligue nationale, puis c'est pas une ligue de développement, puis Guy Boucher va te le dire, mais il y a de l'enseignement à faire. Puis si c'est pas un job à Claude Giroux, c'est un job à Kirk Muller, c'est un job à Dom Ducharme, c'est un job à quelqu'un de s'asseoir avec Nick Suzuki, de regarder ça ensemble, de faire du teaching, de faire de l'enseignement pour que... Puis peut-être que Claude Julien, il a dit, gars, dis que tu joues du bon hockey pareil, puis ils vont te laisser tranquille, mais il y a quand même un souci du détail pour moi qui est important. Fait que, tu sais, je te dis tout ça en même temps, puis tu vas me dire, tu parles des deux côtés de la bouche, non. Ce que je te dis, c'est un succès sur toute la ligne sa saison. La seule chose qui fait que ce soit pas un succès, c'est pas que ça soit difficile jusqu'à la fin de la saison, c'est possible que ce le soit. Parce que là, je pense que la nature humaine, elle vient d'embarquer. Ce qui serait un insuccès, c'est que Nick Suzuki n'apprenne pas des moments difficiles. Ça, ce serait un insuccès, puis ça, c'est la job de Nick Suzuki et du Canadien. De l'extérieur. Du Canadien, ouais. Ça peut être Marc Bergevin, ça peut être Francis Bouillon, ça peut être Kirk Muller, Luke Richardson, c'est le coach de défenseur, mais tu sais, ça peut être n'importe lequel des coachs. Mais il faut qu'ils soient en mesure d'apprendre de cette passe difficile. Puis tu sais, encore là, c'est non seulement la psychologie à Saint-Saëns, mais c'est de très loin. Il nous donne l'impression d'être un joueur très intelligent et il va apprendre de ce qui se passe présentement. Oui, il faut, mais tu as besoin d'aide des fois pour apprendre. Parce que quand tu as beau être le plus intelligent du monde, là, quand ça va mal, tu as le nez collé sur l'arbre dans ta barouette, tu ne vas pas à la forêt. Là. Tu sais, okay. Je te le dis, là, ta performance, là, ça fait foi de tout. Là. Le chèque de paye, le support au restaurant, il aide en rien. Tu forces, tu presses le citron, tu étires l'élastique, puis ça marche pas. Tu as besoin d'aide des fois. Tu as beau être intelligent, là. Puis il l'est. OK, j'aime ça. J'aime aussi, je le disais hier, que, tu sais, on l'a remis, en guillemets, 3e centre. Domi joue mieux que lui récemment. C'est pas un désaveu, c'est juste la culture d'équipe de dire on y va au mérite. Est-ce que j'ai raison de penser comme ça? Non, pas en tout. Je suis bien d'accord avec toi. Puis Domi joue mieux, plus engagé. Moi, c'est ça. Tu sais qu'il y a des points, qu'il n'y a pas de points, il joue plus engagé. Puis, tu sais, à quelque part, on peut aimer ou ne pas Claude Julien, mais quand tu mets Hudon, Domi, Gallagher, tu as 3 gars qui sont capables de produire. Tu as 3 gars qui ont produit à différents niveaux, à différents moments. Tu devrais être en mesure de faire de quoi. Puis tu sais que tu as 2 trios comme le trio de Dano et le trio de Suzuki qui peuvent jouer contre Duchesne ou contre Johansson. Tu sais, fait tu te dis, à un moment donné, si Domi joue contre Sissons puis Trennan, là, il devrait être capable de produire. On devrait être capable d'aller en chercher une coupe. Tu sais. Exact. Évidemment, il y a beaucoup de réactions. Puis par rapport à Suzuki, Danick dit, il vient juste d'écrire, puis il y en a plusieurs qui ont écrit, là, Suzuki est très bon, mais au début de la saison, si vous vous souvenez, il n'y avait aucune raison qui justifiait le fait qu'il devait passer par-dessus la Ligue américaine pour son développement, à part qu'il y avait un trou à droite. C'est le commentaire de Danick, mais cela dit, c'est là qu'il a gagné son poste au camp d'entraînement parce qu'il a bien fait. Mais. Tu es en train de dire qu'il regrette? Non, je pense que. Écoute, à moins que j'ai mal saisi l'essence de son message, mais c'est vrai qu'au début de la saison, on pensait que Suzuki était pour débuter dans la Ligue américaine. Puis il s'est établi comme un joueur de la Ligue nationale. Certains parlent de. Je veux dire au début du camp, avant même que. Parce que plus le camp avançait, plus qu'on était convaincu qu'il était acquitté. Tu as raison, mais peut-être au début du camp. Okay. Puis Guillaume Harvey, le point positif de la saison du Canadien. Mathieu dit c'est le seul qui n'a pas déçu. Excellente pour une recrue, c'est Pat de Saint-Hubert, exemple. Là. Mais il y en a pas mal de ça. Puis on va en lire plusieurs commentaires sur Suzuki au fil de l'émission là, quand Marc nous aura quittés aussi. Là. Les gens se demandent, Marc, ça va être quoi une Nick Suzuki? Parce qu'il y a eu beaucoup de comparaisons. Tu sais, moi, au début d'année, je citais Tourigny qui disait « J'ai coaché O'Reilly, je l'ai eu d'en face sa game. » Tu sais, s'il se développe physiquement, puis c'est ça, surtout ça la coche qu'O'Reilly a, mais pour lui, c'est le même genre de joueur qu'un O'Reilly. Après l'avoir vu pendant 1 an, une saison, Marc, tu le vois où à son apogée, Suzuki? Est-ce qu'il sera un premier centre ou tu le vois plus comme un deuxième centre qui va être efficace des deux côtés de la glace? Bien, pour plusieurs raisons, dont celle que je respectais énormément, André Tourigny. Je pense que c'est peut-être un des meilleurs entraîneurs à l'extérieur de la Ligue nationale en ce moment. Mais pas juste pour ça, parce que l'échantillon, là, il est plus grand. Je suis obligé de te dire que la comparaison est bonne.
Tu sais, maintenant, ça veut-tu dire que c'est dans une équipe championne, c'est probablement un joueur de deuxième centre qui n'est pas responsable, qui doit jouer sur le deuxième jeu de puissance, qui est intelligent dans toutes les situations. S'il se renforce, capable d'être bon dans le cercle des mises en jeu, comme un gars comme O'Reilly l'a été, ben là, il devient une très bonne option pour un centre droitier. C'est souvent ce qu'on cherche. Fait que, tu sais, oui, la comparaison est bonne. Son intelligence au jeu ressemble à Bergeron, mais je ne suis pas certain. Encore là, ça dépend. Tu sais, Bergeron est un joueur tellement intelligent, ça ressemble à Suzuki aussi, puis il est droitier. Mais il n'y a pas le patin de Bergeron. Tandis qu'O'Reilly, c'est pas un grand patineur. C'est ça. Il n'y a pas le patin de Bergeron, mais si... Mais tu sais, Suzuki au centre de Marchand puis Pasternak, d'après moi, ça ne marcherait pas plus. Ça serait pas pire. D'après moi, il pourrait y trouver. OK, c'est bons arguments. C'est très bon. Excellent podcast. Gallagher, Domi, avant que je te laisse. Ouais. Moi, j'aime ça. J'ai dit à un moment donné pendant l'année, j'ai peut-être l'impression que Domi avait un Andrew Shaw qui allait y chercher le puck dans les coins dans les années passées. Puis là, on dirait que ça a pris du temps avant de dire « Hey, il faudrait que j'y aille moi-même la chercher à la rondelle. » J'ai comme envie de voir ça, moi, Domi Gallagher. Cligne pas des yeux, tu vas le voir à soir. Non, je le sais. Non, c'est à Montréal. Je sais en plus que tu dis ça pour ça, mais écoute, je suis pas en désaccord. Puis je vais revenir à ce que tu as dit, pas autant pour Gallagher, mais parce que je pense que Domi le mérite, puis que Charles a fait des bonnes choses aussi. Fait que, tu sais, tout ça ensemble. Tu sais. Tu es en train de dire que c'est un cadeau de faire jouer Domi et Hudon avec Gallagher. C'est une récompense. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire, parce que Gallagher, c'est le cœur de cette équipe-là, mais c'est qu'il joue avec n'importe qui, il va jouer toujours de la même façon. Ce qui arrive avec Dano puis Tatar, tu sais, moi, je vais te le dire, je pense, à mon opinion, c'est que Tatar est aussi insistant que lui sur la poursuite de la rondelle. C'est un bon tireur, il a une bonne vision, il est capable d'être créatif. Dano, lui, est bon en transition, là où Gallagher est peut-être plus ordinaire. Gallagher en transition, là, c'est alors je peux passer d'une ligne bleue à l'autre. Tu sais, c'est pas le meilleur défensivement, soyons honnêtes non plus, mais un coup rendu dans l'autre zone, les entrées de territoire, la protection de rondelles, la récupération de rondelles et évidemment créer la confusion devant le filet, Gallagher, c'est le meilleur. Donc, à partir de là, Domi est un gars qui est capable de faire une transition. Hudon est un gars qui est capable de shooter le puck. T'sais, Gallagher, il a un bon tir, là, mais le total de ses 30 buts, c'est 3 pieds. Là, c'est à bout portant qu'il va marquer ses buts, puis c'est correct comme ça. Donc, tu sais, tu as peut-être un mix qui peut être intéressant. Je suis pas en train de comparer Hudon à Tatar, puis je suis pas en train de comparer Domi à Dano, là. Mais la réalité, c'est, tu sais, Tatar est parti, Martin. Lequel qui ressemble le plus? Byron, Lekonen, Vedemo, Wheel ou Hudon? Tu réponds à la question toi-même. Ben, c'est pour ça. Puis, vous avez le droit de me dire Lekonen, mais tu sais, Lekonen, on commence à se douter que ce ne sera pas un marqueur de 25 buts. Non, je te dirais qu'il n'y a personne qui dit Lekonen à Marc. Personne qui... Non, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Mais regardez-les, là, les options. Puis des fois, Claude Julien, là, il dit pas ça méchamment, mais quand il dit, mettons, ben, je n'ai pas d'autre. Mettons, ce jeu de puissance, ben oui, Wheel, mais je n'ai pas d'autre. Il a un peu raison. Oui, il fait pas de ben de mauvaises décisions, ce jeu de puissance. C'est juste qu'il n'est pas capable de tirer pour scorer un but de l'endroit où Jack Eichel puis Ovechkin en marque. C'est pour ça qu'ils sont allés chercher Kovalchuk. Tu sais, mais il a raison. Fait que, tu sais, quand tu regardes son line-up et il dit mon allié gauche, un peu plus offensif qu'une touche, là. Tu sais, qui aime marquer des buts et qui le fait d'une façon régulière partout où il est passé, ben, c'est pas Lekonen, c'est pas Vedemo, c'est pas Byron, c'est pas Wheel. Puis je dis Wheel parce qu'il est capable de jouer à gauche. Fait que, bingo. Ça va être Hudon, ça va être lui, tu sais. Fait que, puis je suis pas en train de dénigrer Charles. Et, écoute, je l'aime, puis je le dis tout le temps, mon jupon dépasse quand je parle de Charles, tout le temps. Tu sais, je l'aime, j'aimerais ça que ça marche. Ça a-tu rapport parce que ton jupon est aux couleurs de Chicoutimi? Quand Charles avait 16 ans ou 17 ans, je me suis retrouvé derrière là-bas avec Carbo. Carbo avait pris les rênes de l'équipe à Chicoutimi, puis il m'avait appelé pour que je sois adjoint avec lui, puis Charles était là. Ouais. Explique-moi donc. OK, pour vrai, je finis là-dessus. Ouais. Moi, j'ai souvenir de Charles Hudon, Canada Junior. On se servait, il me semble, moi je me trompe, dans mes souvenirs, d'un gars responsable défensivement. Comment ça qu'il n'a pas été capable d'amener cette game-là NHL? Me trompes-tu? Junior, il était bon défensivement, on s'en servait. Oui, oui. Oui, mais en même temps, c'est le niveau de jeu, là, peut-être. Je n'ai pas la réponse. Je ne l'ai pas. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Puis, sais-tu quoi? Si tu un soupir, s'il vous plaît. Un soupir, s'il vous plaît. Non, pas celle-là, parce que moi, je pense que tu vas trouver quelqu'un qui est capable de plus répondre que moi. D'après moi, tu vas parler un moment donné à un de ses coachs. Peut-être que ça va être Joël Bouchard, peut-être que tu vas parler à Sylvain Lefebvre, peut-être que tu vas parler à quelqu'un qui l'a coaché.
va être capable de te répondre. Peut-être que Guy Boucher a une réponse pour ça aussi. Peut-être qu'il y en a vu des gars juniors qui étaient responsables défensivement et qui ont changé de rôle. Là. Tu sais, dans le junior, en même temps, là, ton bon joueur, tu le mets dans toutes les situations, il va être bon. Tu sais, nous autres, Raphaël Harvey-Pinard, il joue 24 minutes par game. Il joue en powerplay, il joue en désavantage numérique, il joue à 5 contre 5 sur le premier ou le deuxième trio tout le temps. Il va faire la job. Ça sera, tu sais, il sera probablement pas ce jeu de puissance, mais qui tombe pro l'année prochaine. Là. Mais c'est ça pareil. Tu sais, c'est ça. En junior, il y a un moment donné, il y a une coche que tu as, là, qui fait que dans toutes les situations, tu vas te débrouiller puis tu vas. Ton pouvoir de lecture du jeu d'anticipation est supérieur à la moyenne. Mais ça, j'aimerais ça que Guy en parle parce qu'il l'a vécu aussi, puis il l'a vécu au Québec, puis il a coaché contre Charles quand il était à Chicoutimi aussi. Je vais l'essayer. Je vais le prendre en Udon défensif. OK, c'est 19h le match, donc, puis c'est à Montréal. Émission d'avant-match plutôt. Marc, c'est quelle heure les rendez-vous? 18h30, 30 quelques poussières lors de la période d'échauffement. On va vous parler du UC Saros, on va vous parler de Nick Suzuki. Et je vais vous parler de mon favori aussi pour le Norris, Romagnosi. On vous parle de chez Weber également. Pierre et moi, on va être là. Donc, 18h32 puis 18h56 à peu près. Là. On va se voir avant le match contre les Predators. Et ce n'est pas à huis clos. Ça, on garde ça nausée. Non, c'est ça. All right. Bon match. Et merci beaucoup de nous avoir parlé de Montréal. Yes. Salut. Bye. C'est Marc. Écoute, on va jouer... On va jouer... Mais tellement. On va jouer au tennis encore une fois avec les auditeurs. Évidemment, je vais lire des commentaires sur Suzuki. Il y en a plusieurs. Qui vient de se connecter comprennent ce que tu viens de dire. Tout le monde est connecté. Regarde, tu vois, tout le monde est connecté. Okay. Pas d'inquiétude pour Suzuki. Il a terminé sa saison en juin l'année passée. Les collègues de l'antichambre ont sorti un tableau hier sur Suzuki. On va le montrer à l'écran, puis on va l'expliquer aussi. Son nombre de matchs depuis septembre 2018 dans la Ligue de l'Ontario. 83 matchs, saison, série. 5 en championnat mondial de hockey junior. 4 Coupe Memorial. Puis 70... Il a déjà joué 2 saisons de 80 matchs. C'est ça. 70 matchs LNH, évidemment, cette saison, présentement. C'est un total de 162 matchs. Rajoute à ça que c'est un joueur d'âge junior. Puis là, il y a le camp d'entraînement. Tu te prouves. Tu sais, ça fait un peu le même exemple que Kotkaniemi qui avait joué souvent. Puis l'année passée, il avait connu une baisse de régime aussi. Là. Mais c'est quand même du match. Oui, mais Nick Suzuki a une meilleure saison que Kotkaniemi avait. Oui, effectivement. Effectivement. D'autres commentaires, c'est depuis que les Lekonen jouent avec Suzuki qu'il ne produit plus. Certains parlaient tantôt, c'est Steve qui écrivait ça. Je sais pas, vous voulez poser la question parce que je trouvais ça langue-sale. Je me suis dit, je ferais pas ça. Par rapport à... Mais je l'ai posé la question, là. Tu sais, j'ai fait la joke hier. Par rapport à... Depuis que le Lekonen a joué avec Suzuki, il a réussi à éteindre Suzuki. Steve dit Suzuki ne fonctionne plus depuis le départ de Kovalchuk. Ça se peut. Tu sais, ça se peut ça aussi. C'est peut-être le meilleur shutdown joueur, Lekonen. Il étouffe l'adversaire et même ses coéquipiers. C'est parce que, en tout cas, moi, je l'aime, Lekonen, dans son ensemble, mais c'est quand il évolue de trio puis qu'on lui demande de produire que ça fonctionne moins. OK. On va inviter les gens de Facebook en terminant à venir nous rejoindre sur rds.ca. Mathieu Marcotte dit « Bonne saison, mais il devrait finir la saison à Laval parce que le Rocket a une chance de faire les séries. Un moment donné, il va manquer de body aussi. » Ouais, il en manque déjà. Déjà, on joue avec le minimum pour, je présume, ne pas amputer le Rocket de la balle. Exact. On va lire d'autres commentaires. Les gens de Facebook, venez nous rejoindre sur rds.ca parce que Guy Boucher s'en vient. On va répondre à vos questions, évidemment. Exactement. Monsieur Guy Boucher, comment allez-vous? Ça va très bien. M'entendez-vous? Je suis en voiture puis il pleut à Sio. On vous entend, M. Boucher, en direct de la Boucher mobile. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Là, écoute, en radio, en télé et même en podcast, quand il arrive un pépin, un coéquipier, un collègue, on ne le mentionne pas en nom. On le protège. On fait la cote au téléphone comme ça, puis on jase. On va avoir du fun, c'est sûr qu'on va avoir du fun. Mais question de juste rire de toi un peu. Pourquoi n'es-tu pas en studio aujourd'hui? C'est parce que j'ai été obligé de revenir chez nous, à Ottawa, parce que j'avais dans mon portefeuille la carte d'assurance maladie de ma fille qu'elle a besoin parce qu'elle part au Pérou dans un voyage humanitaire. Ouais. Fait que là, c'est sûr qu'un aller-retour à Ottawa, ça met un peu de retard dans l'horaire. Ça, c'est clair. Mais c'est pour une bonne cause quand même. C'est une excellente cause. Puis là, j'avais un Guy qui était affolé au téléphone. J'ai dit, Guy, c'est un podcast. On va se faire ça au téléphone, on va jaser, on va avoir du fun. C'est ça que je t'ai dit? Ouais.
OK. C'était belle fun, l'aller-retour. C'était belle fun. Oui, ça doit, oui. Ouais. On dirait que tu es en bateau présentement, par exemple, honnêtement. Là. Ouais, les vagues sont hautes. Les vagues sont hautes. C'est correct. Écoute, il pleut à Sio, ça n'a pas de bon sens. Ouais, Bon, OK. ben, Soyez- sois prudent, Ouais, sois laisse ça sur le Bluetooth. On parle de Nick Suzuki. Je sais que tu en as parlé à 360 hier. On veut tout savoir ce que tu penses que tu as vécu avec des joueurs de cet âge-là. On a parlé de frapper le mur. On a vu des statistiques qui est déjà rendu à 162 matchs depuis le début de la saison 2018-2019. C'est-tu normal? Comment tu gères ça? Ben oui, c'est 100% normal. Puis c'est dur pour un gars déjà aguerri, d'un joueur de la Ligue nationale, de jouer 82 matchs, plus les matchs d'exhibition, le voyagement, tout ça. Tu sais, les joueurs de premier plan, ils ont déjà en montre rendu au mois de février. Fait que, tu sais, tu demandes à un jeune de faire la même chose à cette cadence-là, avec le voyagement qu'il n'est pas habitué de faire, avec la pression qu'il n'est pas habitué d'avoir, ça, c'est une chose. Mais là, on parle d'un jeune qui a fait énormément d'extra, là, en plus. C'est pas juste un joueur junior ou même un gars de la Ligue américaine qui s'en vient dans la Ligue nationale. C'est un jeune qui a fait des équipes Canada, tous les camps, l'été. Il a fait le camp du Canadien, des recrues, le camp de perfectionnement, le camp normal, qui a été au championnat du monde, après ça, qui s'est rendu, qui ont gagné la Coupe dans leur ligue, qui est allé à la Coupe Memorial. Écoute, ça... Tu fais quoi avec ça? Ben, tu fais ce que tu as en ce moment. C'est pour ça que quand les gens s'énervent au mois de novembre, qu'ils veulent sacrer tout le monde dehors pour les remplacer par des jeunes, puis qu'ils pensaient gagner pareil à la fin, calmez-vous. C'est parce que, oui, ils ont du talent. Oui, un jour, vont être capables de prendre la place d'un autre. Vont peut-être même être meilleurs que d'autres dans ce rôle-là. Puis moi, je suis le premier à le reconnaître, mais j'ai été assez longtemps maintenant de l'autre bord de la clôture pour savoir qu'à un moment donné ou à un autre, ça devient trop pour ces jeunes-là à gérer. Pas parce qu'ils sont pas bons, pas parce qu'ils n'ont pas les atouts pour devenir des super bons joueurs, pas parce qu'ils sont pas capables d'être premiers au deuxième centre. C'est tout simplement parce qu'ils sont pas rendus là encore. Alors, c'est une question de vivre les étapes d'une façon saine, avec des attentes raisonnables. C'est pour ça que le jeune, en ce moment, avec tout ce qu'il a vécu, c'est super beau comme progression, mais il faut comprendre qu'il est rendu là. Puis la chose que j'ai compris, que ce soit avec lui ou d'autres joueurs ou des équipes entières, soit parce que tu as pratiqué comme un malade, tu n'as pas donné assez de journées de congé. Une chose que j'avais appris de Doris Labonté, justement, qui vont honorer le 20 mars à Rimouski, c'est que à un moment donné, si tu passes le point de non-retour, tu auras beau donner le nombre de congés que tu veux, tu auras beau essayer de compenser, oublie ça. Tu ne reviendras jamais en arrière à un point où l'individu est capable de revenir à un point où il est capable de te donner tout ce qu'il a besoin de te donner pour performer au maximum. Fait qu'il faut que tu fasses attention. Il y en a qui ne croient pas à ça, là, rest is a weapon, là, mais toutes les organisations de premier plan savent très bien pour gagner des championnats. C'est ce que ça prend. Et avec un jeune comme ça en ce moment, ben, il a passé le point de non-retour et c'est normal. Fait que, tu sais quoi tu fais? Tu lui donnes un massage, tu lui donnes des congés, tu lui donnes... Oublie ça. Oui, tu peux donner des congés pour ça, mais il ne pourra jamais revenir au point où est-ce qu'il a récupéré assez pour avoir une cadence régulière tous les jours, tous les matchs, pour revenir à un point où est-ce qu'il va te donner ce qu'il faut qu'il donne sur une base régulière. C'est pour ça que Claude le dit, parce que Claude a beaucoup d'expérience. Il l'a vu avec d'autres gars, il l'a vu avec des équipes. Il y a un point de non-retour. Il a passé son point de non-retour. C'est pas faute à personne. C'est tout simplement les circonstances qui font qu'il est rendu là. Avec ce que tu dis sur le point de non-retour, puis on va venir aux commentaires des jeunes dans quelques instants avec Luc. Est-ce que ça veut dire, parce que la question nous a été posée, comme quoi on devrait retourner Suzuki avec Laval pour essayer de faire les championnats? Non, mais il ne peut pas. Il peut pas. C'est ça, j'écoutais tantôt. Les règlements ne le permettent pas. Il n'a pas été descendu avant. C'est ça. Il ne peut pas y aller. À ce point-ci, il aurait fallu prendre la décision avant la date limite des transactions. Pourquoi tu as dit ça? Il peut pas. C'est ça, j'ai vérifié en même temps. Qu'est-ce que tu fais? C'est ça. Ben oui, c'est ça. Il peut pas. Il aurait fallu qu'il soit descendu avant la date limite des transactions. Au moins une fois. Oui, mais regarde, moi, je pense dans son cas, lui, tu ne l'aurais pas aidé. Parce que, on vient de le dire, il a déjà joué trop. On ne parle pas toute l'année, on parle depuis 2 ans. Total. Il en a déjà déjoué trop. Fait que tu vas l'envoyer à l'américaine
pour en faire jouer trop de trop. Je veux dire, à un moment donné, tu sais, tu peux pas dire à quelqu'un qui est sur un burn-out, OK, repose-toi un peu, puis t'es plus sur un burn-out, là. Pas de main, ça marche, là. C'est ça. OK, mais j'ai pas une grande expertise en burn-out, là, mais ça fait du sens. Ça veut dire, dans le fond, ce que tu dis, c'est qu'il y a besoin d'une période de repos. Ce sera cet été, puis on se reverra l'an prochain. Pour le Canadien, c'est pas bon de pas faire les séries, là. C'est clair. Mais pour un kid comme Suzuki, dans son contexte à lui, à cause de la quantité de hockey qu'il a eu depuis 2 ans, ça va être la meilleure chose pour lui, pour pouvoir, un, repos, puis deux, je t'ai parlé ça aussi, c'est que quand tu n'as pas eu assez de temps pour avoir un entraînement adéquat sur une longue période de temps, c'est sûr qu'à un moment donné, ton corps est épuisé. Fait que c'est pas juste le repos, c'est un mélange de repos et d'entraînement. Tu sais, c'est pas un gros bonhomme, là. C'est un gars qui a beaucoup à faire encore avant d'aller chercher tu sais, ce que les Crosby ont, puis les joueurs de premier plan, là. Tu sais, les Mike Suzuki, il va peut devenir un centre numéro 1, tu sais, oui, mais à ta minute, là, si c'est un centre numéro 1 l'année prochaine, ça veut dire qu'il faut que tu calcules qu'il va être capable de jouer sur une base régulière contre McDavid, contre Crosby, des Malkin, les Taves, c'est tous ces gars-là, là. Est-ce que le kid est prêt à faire ça là? Puis de gagner, puis de contrer ces gars-là, puis d'être meilleur que ces gars-là sur une base régulière, non seulement pendant 82 matchs, puis les séries aussi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Ben non, je comprends. Je comprends. Ça va être progressivement que tu vas pouvoir lui donner ces responsabilités-là. Exactement. Donc, ça y prend son été, son entraînement d'été hors glace, entraînement mental, émotionnel, psychologique et tout ça, physique. Fait que là, si le Canadien avait duré super longtemps cette année, ben il y aurait eu juste un peu de repos, puis après ça, c'est fini, il se passait. Dans son cas, à lui, ça va être très bon que ça finisse bientôt. Puis il a besoin de ce repos-là, et il va redevenir énergisé, il va s'être entraîné, il va avoir gagné peut-être un autre 5 livres. C'est pas des livres pour être lourd, c'est pas ça. C'est des livres d'un jambes dans ce qu'on appelle le core, dans les muscles fessiers, dans les muscles abdominaux, les muscles stabilisateurs. Et il va avoir énormément besoin de ça dans les prochaines années pour pouvoir compétitionner contre les meilleurs joueurs adverses qui ont justement, les gens les voient pas ces gars-là, mais moi, Crosby, là, ça va avoir la shape de ce gars-là, là. Ça n'a pas de bon sens, là. C'est pas juste une question d'être en forme générale, là. C'est des jambes massives, là. Ah non, mais j'en ai... C'est des bœufs, là. J'ai déjà voulu, tu sais, dans le début du podcast, on faisait en direct du centre d'entraînement à Brassard, puis j'allais aux pratiques encore à ce moment-là. Là. Avec le podcast, c'est certain que je n'y vais plus, là. Mais je suis convaincu que rien n'a changé. J'essayais d'expliquer du mieux que je pouvais à quel point c'était des Formule 1 d'entraînement, là. Paul Barron, pas de chandail, ça fait peur. Ben non, c'est malade, là, les gars. Puis qu'est-ce qu'ils sont capables de prendre comme entraînement, puis le mal qu'ils sont capables de prendre, puis endurer. Écoute, c'est fourette, là. Tu sais, non, le fessier, j'ai déjà parlé... Oui, ce que j'allais dire, c'est, tu le sais, là, en plus, tu en as eu des gardiens de but, là. J'ai déjà raconté le fessier Carey Price. C'est surdimensionné, mon gars. Les filles d'Instagram seraient jalouses. Bon. Regarde, moi, j'ai eu Crosby à 16 ans, puis écoute, lui, depuis l'âge de 9 ans, il n'y avait pas d'été. Tu sais, les gens, quand ils parlent de son talent, là, arrêtez-moi ça, là. C'est un gars qui s'est entraîné 10 fois plus que tout le monde et qui est encore pareil. Il prend jamais de journée de congé, tout ça, mais moi, je me rappelle, junior, quand on est allé en finale à la Coupe Memorial, il restait plus de jus, là. Il restait plus de jus parce que, justement, il s'entraînait tellement, puis il avait joué tellement de hockey qu'à un moment donné, il s'était rendu au bout, là. Fait que, tu sais, il faut comprendre que, tu sais, le corps, c'est une machine, puis une machine phénoménale qui est capable de se régénérer si on lui donne assez de temps pour ça. Tu sais, l'automobile, là, qui roule, puis qui roule, puis tu mets plus de gaz dedans, puis tu mets plus d'huile dedans, et à un moment donné, elle avance plus quelque chose qui brise, là. Fait que, peu importe que ça soit une Ferrari ou bien une autre voiture de premier plan, tu as besoin de ce repos-là, tu as besoin de la parker ta voiture, tu as besoin de faire des tune-ups, tu as besoin. Fait que le corps est pareil. Fait que la limite, à un moment donné, de toute façon, regarde, je vais vous le dire, là, c'est complètement ridicule, les demandes physiques, émotionnelles et mentales en Ligue nationale. C'est parce qu'on est habitué de le voir. Mais tu regardes tous les sports, il n'y a rien au monde dans les sports qui demandent plus que ce que la Ligue nationale demande.
Le football, c'est 18 games, 20 games? 16. C'est ça. 16 games, un match par semaine pendant l'automne, Calvas. Je veux dire, le baseball, il y a plusieurs matchs, mais regarde, le champ, puis je veux dire, à un moment donné, ça devient dur parce que c'est tous les jours, tout ça, mais quel sport au monde que c'est tout le temps, tous les 2 jours, des fois 2 jours en 2, après arriver à 4 heures du matin en avion, à se rentrer dedans, à batailler, jouer avec des muscles déchirés. Tu veux dire, il n'y a rien au monde de plus exigeant. Puis tu dis, OK, la boxe, absolument, la MMA, oui, mais il y a une bataille par année. Ils s'entraînent comme des malades, oui, mais ils gèrent leur entraînement en conséquence du nombre de jours, de la période de l'année, tout ça. Oublie ça, les joueurs, là, tu sais, c'est comme quand j'ai pris mes cours, moi, là, pour être entraîneur. C'était il fallait que je fasse ça pour le midget 3A, sinon j'avais pas le droit de coacher. C'est les cours des coachs nationaux, tout ça. Puis, je me rappelle, j'étais assis là, puis à un moment donné, il dit, qu'est-ce que vous pensez de la préparation annuelle? Puis écoute, c'était tout en détail. J'ai levé ma main, puis j'ai dit, ben, je m'excuse, là, ça fait des années que je fais du hockey, là, tout ça, c'est complètement ridicule pour la préparation d'un athlète dans la Ligue nationale ou même du junior majeur, tout ça, parce que ça ne s'applique pas. Ça ne s'applique pas. Ça s'applique au tennis, ça s'applique en course à pied, ça s'applique dans des sports où tu as un événement tous les 2 mois. Tu ne peux pas appliquer ça dans la Ligue nationale. Parce que la Ligue nationale, c'est toujours, tout le temps, 100 000 à l'heure, voyagement de fou, entraînement de fou. Ça ne s'applique pas. C'est de la gérance de tous les jours. Même moi, regarde, 23 ans de coaching, j'ai fait mes plans 23 ans, j'ai jamais pu garder mon plan. Jamais. C'est impossible. Parce que ce que tu as prévu, à un moment donné, c'était parce que tes gars sont bien plus fatigués que tu penses. Le voyagement que tu avais prévu... Ah, c'est ça. Faut que tu fasses un plan. Faut que tu fasses un plan, mais tu l'ajustes en chemin parce qu'il y a des impondérables qui arrivent. Pas le choix. T'as pas le choix. À toutes les semaines, regarde, moi te dire, là, si tu as réussi à avoir ton plan parfait pendant une semaine dans l'année, c'est beau. Fait que le reste du temps, c'est j'avais prévu un entraînement ici, je voulais pratiquer telle affaire, je voulais faire du rock, je voulais faire du team building là, puis regarde, continuellement, t'enlèves ça, tu raccourcis ça, tu changes ça de place. OK. C'est tous les semaines. OK. Oui. OK. Là, j'ai plein de questions, puis les gens aussi. Oui, bien, en fait, je revenais sur Suzuki parce que, évidemment, c'est le sujet du jour, puis les gens réagissent. Gaétan, il dit que ça va être à sa 2e saison l'année prochaine qu'il sera possible de mieux le juger. Puis, un autre commentaire, il dit c'est curse. Une patate frite, je sais pas trop. Là. Il dit ce qui est plate pour Suzuki, c'est l'alignement dans lequel il se trouve présentement. Fait que je vais poser la question d'un autre auditeur, malheureusement, j'ai oublié son nom. Tu sais, on parle de développement, puis tout ça. Qu'est-ce que, d'ici la fin de la saison, le groupe d'entraîneurs, peu importe, doit faire particulièrement avec ce joueur-là pour ne pas l'échapper, entre guillemets? Je vais poser cette question-là comme ça, là, par rapport à un jeune qui a du potentiel comme Suzuki, par exemple. Ben, la première des choses, tu sais, quand tout le monde braillait pour le voir jouer plus, puis les gens sont là, faut faire jouer les jeunes, oui, mais il faut que tu gères leur temps de glace, faut que tu gères la pression, faut que tu gères les moments de l'année, tout ça. C'est là que, moi, je vais être franc, je vais être fou quand j'entends des affaires de même. Parce que c'est sa première année, puis on le voit, regarde, il est déjà à bout, là. Fait que c'est avant ça qu'il fallait qu'il joue 2-3 minutes de moins, mais le Canadien, il fallait qu'il gagne, puis c'était un des bons joueurs, puis le monde chiale qu'il faut qu'il joue plus, puis blablabla, il faut qu'il prenne la place d'un gars d'ici. Fait que c'est avant qu'il faut que ça soit géré. Ici, maintenant, là, il faut juste qu'il survive d'ici à la fin de l'année. Donc, tu peux donner un entraînement de moins. Tu peux arriver dans un match, puis à la place de jouer son 15, 16, 17, 18 minutes, ben, il en joue 12. Tu le gardes pour les avantages numériques, un peu moins pour le 5 contre 5. Mais c'est sûr aussi que tu ne vas pas t'en faire trop de gérance parce que une chose qu'il doit faire, c'est de vivre la Ligue nationale au maximum. Pour que, quand l'année finit, il se il y a une année dans la Ligue nationale à jouer à tant de minutes. Ça veut dire que faut que tu finalement, tu oscilles entre les deux, tu en donnes assez pour qu'il voit c'est quoi, comment difficile, comment demandant que c'est, pour qu'il sache maintenant que durant l'été, c'est une préparation phénoménale qu'il doit avoir pour se préparer pour justement être un joueur de premier plan. Et de l'autre côté, de gérer assez justement pour pas qu'il perde trop confiance, pour pas qu'il se blesse, puis tout ça. Fait que c'est d'enlever peut-être des fois quelques minutes. C'est
pas une question d'avec qui tu vas le mettre. T'sais. La vérité, là, des fois, on pense que lui, il serait dans une autre équipe meilleure, puis ça serait mieux, alors que s'il était dans une autre équipe meilleure, il ne serait pas dans la Ligue nationale. Il veut dire, si tu l'envoies à Boston, il ne perce pas l'alignement, là. Il serait dans la Ligue américaine, là. En tout cas, s'il y a perce, il n'y a pas les responsabilités qu'il y a à Montréal. Ben non, puis justement, puis là, après ça, ça devient OK. Des fois, à la place de prendre 3 ans avant de se développer pour se rendre où il faut qu'il soit, ça en prend 5. Ouais. Fait que, tu sais, il faut faire attention aussi, là, à un moment donné. Moi, je pense qu'il y a toujours le juste milieu. Il faut que tu sois dans une équipe qui est capable de se revirer de bord. Parce que c'est sûr que si tu es dans des équipes qui parlent toujours, là, tu as le poids de la lourdeur mentale et émotionnelle à toujours perdre. C'est très difficile pour le développement. Et tu crées toutes sortes de mauvaises habitudes, même si tu as le temps de glace. Puis, si tu as la pression d'être tout le temps sur la glace dans les gros moments, c'est bien bon, mais à un moment donné, tu es brûlé. Puis de l'autre côté, ben, si tu joues dans une équipe de premier plan, ben, tu n'auras pas le temps de glace, tu n'auras pas les minutes de premier plan que tu pourrais avoir. C'est là que pour moi, un gars comme ça, c'est quand les gars, le monde dit « Ah, il peut pas jouer à l'aile, c'est pas bon pour son développement. » Ça, c'est de la maudite bullshit. Là, vraiment, tu donnes la possibilité d'acquérir d'autres atouts en jouant à l'aile et tu enlèves la pression, donc tu laisses respirer. Il est capable de gérer son année plus longtemps. Donc, puis là, il joue avec des meilleurs joueurs parce que là, t'es pas pris en arrière de 1, puis 2, puis 3 des meilleurs joueurs parce que c'est des centres. Fait que là, tu as de la place pour lui. Il est dans un bon environnement et il apprend à faire les deux et il apprend quand même à faire des mises au jeu avec des joueurs dans l'alignement qui sont de premier plan à place d'aller dans la Ligue américaine puis apprendre ça. Parce que tu t'en vas dans la Ligue américaine, oui, tu vas améliorer tes mises au jeu, mais ça, c'est une des facettes, là. Oublie ça. Quand tu arrives dans le national, là, même si c'était le meilleur dans la Ligue américaine, tu as des croûtes à manger pas à peu près. Puis ça, c'est les gars de la Ligue nationale qui vont te l'apprendre. C'est les gars contre qui tu vas être dans le national pour les mises au jeu. Parenthèse, hey, j'ai 3 ou 4 questions, puis regarde-là dans ton camion, là. OK, quand tu réponds, là. Écoute-moi, là. Bon, ouais, vas-y. Les face-off, premièrement, là, t'es-tu déjà essayé avec tes joueurs dans ton équipe, mettons à Ottawa, parce que tu as déjà joué au hockey, puis dire, pour voir la différence? Yeah, je suis un gars de premier plan, mon face-off, là, puis je peux te dire, là. Pour le fun, mettons, pour un souper, mettons. Quand tes gars sont rendus à 27, 28, 29 ans, là, 30 ans, c'est face-off, là, wow! Wow! Honnêtement, regarde, tu sais, je me rappelle plus qui. Je pense que Evans qui parlait justement de Thompson. Il pensait qu'il était bon, c'est face-off, puis il dit je viens faire une pratique contre Thompson. Il m'a vidé complètement, il n'a pas gagné une. Écoute, j'ai vu ça, là, moi, je sais pas comment de fois, là. C'est des gars qui montent dans la ligne américaine. Ah oui, il est bon, c'est face-off. J'ai attends une minute. On met nos gars contre eux. Regarde, il en gagne une sur 10, 2 sur 15. Oh, dans l'entraînement. Okay. C'est un art, il y a une force physique qui vient avec ça, il y a une maturité, il y a des trucs, gaucher, droitier, dans ta zone, quel bord tu veux l'envoyer, quand est-ce que c'est le temps de pas essayer de la gagner, de la bloquer, dans quel angle faut qu'il te prenne, l'arbitre est de quel bord. Écoute, ça compte tellement toutes ces choses-là. Là. OK. Oui, vas-y. OK. Non, je comprends, mais tu sais, je voulais juste savoir si à un moment donné, tu avais gagé un souper avec, mettons, Torres, puis tu l'avais essayé, mettons, dans une pratique. Non, je l'ai fait, mais je t'en parlerai pas, mais je veux pas avoir honte. OK, c'est bon. Question que j'ai posée à Marc, il m'a dit de t'as posé. Charles Hudon, mon souvenir, c'est que Junior était bon défensivement, puis même au championnat mondial junior, ça en était servi comme spécialiste défensif. Pourquoi dans la Ligue nationale de hockey, il n'est pas capable... C'est son talon d'Achille, dans le fond, son jeu défensif. Là. Un de ses talons d'Achille pour ne pas être dans la Ligue nationale. Écoute, la vérité, là, c'est que je ne l'ai pas eu. Je vais être franc, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur lui l'année dernière parce que, tu sais, avec les échanges, tout ça, il était sur notre liste. On la regardait voir si c'était une possibilité, et tout ça. Puis je l'ai regardé beaucoup jouer. Puis on l'a vu cette année. Écoute, sans parler de lui, là, parce que moi, je ne veux pas commencer, là, lui et ci, lui et ça, là. Ben, je veux plus que tu m'expliques, tu sais, comment... Tu sais, en plus, je pense que Marc et moi, on se disait, on pensait que tu étais à Drummond quand il était à Chicoutimi. Fait que comment t'expliques qu'un gars, en guillemets, on l'utilisait dans ces spécialités-là, alors qu'on dit souvent c'est un joueur offensif qui va arriver dans la Ligue nationale de hockey, puis là, on va l'utiliser défensivement. Comment t'expliques qu'il n'a pas été capable d'amener ce game-là si c'était vraiment sa game junior? Ben, comme des milliers de joueurs, Martin. C'est ça, là. C'est ça la différence, là. Honnêtement, c'est pas une question souvent de talent, là. À un moment donné, les gens ont assez de talent, mais ça devient un ensemble de facteurs qui font que quelqu'un n'est pas capable de s'adapter. Sans parler de lui, là, OK? 3/4 des gars de la Ligue américaine, c'est des gars qui sont archi bons, qui étaient dominants dans le junior, dans différentes facettes.
et puis qui finissent pas par se rendre. Pourquoi? Parce que l'entonnoir est rendu tellement rétréci que c'est tout du monde comme toi. C'est les meilleurs des meilleurs. Là, ce qui arrive, c'est qu'il va y en avoir des gars comme toi dans tout. Ça veut dire que toi, il ne faut pas que tu sois juste bon ou très bon. Il faut que tu sois exceptionnel dans des facettes de jeu qui vont faire de toi dans la Ligue nationale que tu es indispensable parce qu'il n'y a personne d'autre meilleur que toi. C'est bien rare que des gars dans la Ligue nationale qui sont là parce qu'ils sont bons dans tout. Ils sont là parce qu'ils sont des experts dans des choses spécifiques. Ils sont des premiers plans dans certaines choses. C'est ce qui fait qu'ils ne perdent pas leur place. Parce qu'un joueur qui est bon dans tout, c'est très rare qu'il fait la Ligue nationale ou qu'il le fait puis il reste. Parce que tu as toujours quelqu'un qui va arriver, qui va prendre ta place. Pourquoi? Parce que tu as des années puis des années de monde repêché, signé, les agents libres. Puis, tu sais, le moment, moi, je suis en choix de première ronde, ils me donnent pas ma chance. Ben oui, mais vous êtes 9 dans le club des choix de première ronde. Puis il y en a qui sont 6 ans en avant de toi comme choix de première ronde, avec 5 années de ligne américaine de plus que toi. Puis là, tu t'en vas dans le national, puis tu compétitionnes contre ces gars-là. Fait que c'est pas une question, des fois, que le gars, il est pas bon. C'est une question qu'il y en a des meilleurs. Puis avec les meilleurs, t'es pas capable de te démarquer parce que lui est meilleur que toi sur les face-offs. L'autre est meilleur que toi pour finir ses mises au jeu. L'autre est plus fort que toi pour prendre son homme. Tu comprends-tu? Fait que ça devient une question bien plus d'expertise. Puis moi, je me fais dire souvent, ouais, mais là, le junior était bon, même avec l'équipe Canada. Ben oui, mais tu t'en vas compétitionner contre tous les autres du monde. C'est pas juste ton équipe Canada, là. Tu compétitionnes, oui, contre des gars d'équipe Canada qui étaient dans ton équipe, premièrement. Mais après ça, c'est équipe Suède, équipe Finlande, équipe Tchécoslovaquie, équipe États-Unis, équipe, tu sais, t'es à toutes, équipe Suisse, en veux-tu, en v'là. Puis pas juste de cette année-là. Des 10 années avant toi, et des 10 années qui vont suivre après toi. Fait que c'est pour ça que tu peux pas être juste bon, tu peux pas être juste très bon, tu peux même pas être juste excellent. Faut que tu sois exceptionnel dans des domaines particuliers pour pouvoir survivre dans la Ligue nationale. C'est là, moi, en le vivant, en voyant le nombre de joueurs qui passent, là, écoute, c'est une jungle, là. Tu peux pas juste être très bon. C'est pour ça que quand, mettons, je fais un speech au gars junior, mais vous comprenez pas, là. Toi, tu as décidé de pas t'entraîner aujourd'hui, mais il y a des milliers aujourd'hui qui vont compétitionner contre toi, qui se sont entraînés 2 heures puis qui en veulent plus que toi. Puis demain aussi, puis après-demain aussi. Fait que c'est là la différence. Fait que c'est pas une question que l'autre est pas bon. Et c'est dans toutes les sphères de la société. Ben absolument. Tu sais, les jeunes aujourd'hui, ils veulent payer un piton, puis au bout de 6 mois, je le sais parce que je vais à des conférences là-dessus, parce que les présidents de compagnie puis les dirigeants, ils vivent ça dans leur domaine aussi. C'est qu'au bout de 6 mois, ben là, j'ai pas eu de reconnaissance, j'ai pas eu d'augmentation de salaire, j'ai pas eu d'augmentation de rôle, fait que je m'en vais ailleurs. Ben oui, mais c'est à cause d'obstacle que tu vas recommencer, parce qu'ailleurs, ça va être la même affaire, là. Pourquoi ça serait donné à toi alors que quelqu'un, ça fait 12 ans qu'il est là, puis il vend la même chose que toi, puis il a payé le prix? Ouais. OK. Hey. Oui, vas-y. Non, mais je trouve ça très bon. Il faut juste que je t'arrête parce que sinon tu vas manquer ta sortie d'un. Puis de deux, je veux te parler des Prédateurs de Nashville. Oui. J'en ai parlé tantôt avec Marc en disant ça n'a pas de sens. Tu sais, Montréal qui se bat pour une place en série puis qui efface pas. Ben moi, affolant que les Prédateurs de Nashville avec le line-up qu'ils ont. Comment t'expliques, j'ai parlé entre autres de Matt Duchesne, comment t'expliques des joueurs comme Duchesne, Torres, c'est drôle, là, je fais par exprès parce que j'ai pris tous ceux que tu as coachés, Duchesne, Torres, ont tous eu des bonnes... Tu sais, à la fois, ce que j'ai dit à Marc tout à l'heure, c'est Duchesne, c'est qui? C'est-tu le Duchesne qu'on a sacré dehors coupé dans le derrière à Colorado, que personne ne voulait, que vous avez ramassé à Ottawa, que tu as fait produire quasiment 1 point par match, que Dorion a pu le vendre à très cher prix, mais que depuis qu'il a signé à Nashville, on dirait que c'est revenu. C'est qui, Matt Duchesne? Pourquoi il produit avec toi et qu'il ne produit pas là? Ben, Torres aussi. Torres a eu 27 buts avec nous autres. Il y a eu des saisons, des saisons records pour lui. Fait que, tu sais, écoute, ce qui est dur pour moi, là, c'est que je les connais, ces gars-là. Puis, je savais comment les prendre. Puis, j'ai été chanceux. Avec moi, ils ont eu du gros succès. Puis, j'avais des superbes relations avec ces gars-là. Puis, où ils se retrouvent, après, je sais pas l'information. J'ai des brides d'informations. Fait que je voudrais pas faire comme tout le monde, à un moment donné, tu sais, dire, ben, je sais pourquoi. J'ai 5 de l'information comme tout le monde là-bas. C'est sûr que, en les connaissant, ça m'en donne plus, mais
qui ils sont là-bas, dans ces contextes-là, c'est extrêmement difficile d'évaluer ça parce que je sais pas, moi, leur relation avec leur entraîneur. Mais là, c'est sûr que ça fait 2 entraîneurs différents. Fait que, tu sais, Peter Laviolette, c'est un bon entraîneur avec beaucoup d'expérience. Puis après ça, tu as John Hines qui arrive. C'est un autre entraîneur avec une autre façon de faire, puis ça n'a pas changé. Fait que c'est sûr que eux, personnellement, ils doivent avoir des choses à travailler. Si j'ai à gager, c'est toute question de personnalité puis d'individu. Puis Turris, c'est un gars qui demande d'avoir, on dit la balle, il va avoir la balle, comme Michael Jordan la voulait à la dernière minute, tout ça. Turris, lui, il la veut parce que lui, il était bon sur pression, Turris. C'est un gars qui voulait être le top guy, et qui était même offusqué s'il l'était pas. Puis ça, c'est une qualité, tu sais. Mais c'est sûr que Turris, c'est pas nécessairement un gars archi intense puis qui joue à l'intérieur, paye le prix beaucoup. Donc, c'est un gars qui suit beaucoup sur son lancer, sur son talent, sur sa vitesse. Puis ça y a amené beaucoup de succès. Mais peut-être que dans leur style à eux, c'est plus un style à Arvidsson, c'est à Jan Krok, à la Forsberg. C'est des gars, puis je sais que Laviolette, c'est quelqu'un qui demande beaucoup d'implication physique et tout ça. Alors peut-être que ce côté-là, ça fit moins pour lui. Et étant donné qu'il y a des gars qui ont passé devant lui, peut-être que c'est plus dur pour lui de se gérer lui-même, gérer ses émotions. Mais est-ce que c'est ça? Je ne peux pas dire à 100% que c'est ça. Je peux juste te dire le connaissant. Alors c'est quelqu'un à qui tu dois donner des responsabilités sur glace. Habituellement, hors glace, les gars l'apprécient énormément parce que c'est un gars qui va être le trésorier, qui va être sûr que les choses sont à l'heure. C'est un gars très droit, fait qu'il amène beaucoup d'atouts, beaucoup d'intangibles. Alors, est-ce qu'il a retrouvé ça là-bas? Peut-être pas. Peut-être que, des gars comme Fisher, des gars comme Forsberg, des gars comme Yossi, qui sont des gars qui vont au-devant, puis c'est eux qui ont ce rôle-là. Peut-être que tu as perdu une partie de ces rôles-là, puis ça devient, à un moment donné, ça fait partie de ton succès. Un gars comme Duchesne, c'est un gars qui, écoute, j'ai entendu plein de choses. C'était ci, c'était ça. Moi, j'ai adoré le coacher. Super bonne personne. Travaille tellement fort. C'est comme j'ai dit à 360 hier. C'est un gars qui veut tellement. Il met tellement d'efforts que c'est pas un manque d'efforts, c'est pas une manque de belle personnalité ou de gars qui veut pas s'impliquer de ces affaires-là. C'est quelqu'un qui est avec des jeunes tout le temps. Il arrive de bonne heure, part tout le temps le dernier, vient faire des vidéos, il veut tout savoir, il veut tout faire. C'est probablement le contraire. Il veut tellement que des fois, il se fait tellement de pression, il est très dur sur lui-même. Alors, ça peut probablement devenir très, très lourd. Surtout qu'à court terme, il n'y a pas de succès ou que l'équipe n'a pas de succès parce qu'il y a vraiment le succès de l'équipe à cœur. Fait qu'il va se mettre beaucoup de responsabilités sur lui. Et c'est sûr que dans n'importe quel domaine, ça peut devenir difficile quand l'équipe n'en a pas et que toi, tu n'es pas ton meilleur. Fait que des fois, tu te perds là-dedans. Alors moi, ma job, individuellement, ça avait été avec lui d'en enlever, pas d'en ajouter, de cibler des choses très spécifiques qu'on a ciblées ensemble. On a développé des mots-clés ensemble, on a fait des choses qui ont fait que ça a fonctionné. Puis, tu sais, moi, c'est mon fun, ça. Moi, ma carrière, je l'ai pas faite avec des systèmes puis de quoi que les choses avaient l'air. Là. Je l'ai faite parce que moi, j'adore les projets, que ce soit des recrues, que ce soit des gars qui ont de la misère, des gars remettre ça à map. Moi, je triple là-dessus. Là. Tu sais, je suis un joueur d'échecs, j'aime ça trouver toutes sortes de solutions. J'ai fait ma maîtrise en psychologie sportive, fait que j'aime ça jouer là-dedans, puis trouver, tu sais... Tout est une question d'activation. C'est pas une question de motivation. Rendu là, ces gars-là ont toute leur motivation personnelle. Tu ne donnes pas des nouvelles motivations. Tu vas activer des choses qui existent déjà. Donc, ta job principale, c'est de trouver qu'est-ce qui les active, c'est quoi qui est important pour eux, qu'est-ce qui fait en sorte que ces gars-là vont réussir à amener ce qu'ils font de mieux. Donc, tu vas au cœur des raisons d'être de ces individus-là, puis tu actives ça. Alors, c'est pour ça que je ne sais pas où ils sont là en ce moment, comment ils se sentent, puis je pourrais pas parler en ce moment. Mais de mon expérience avec ces gars-là, c'est un petit peu ça que j'ai vécu avec eux. Roman Josi, Marc en parlait comme son choix pour le trophée Norris, puis j'ai envoyé une petite balle courbe en lui demandant est-ce qu'il faut que les Prédateurs fassent les séries pour que Josi soit considéré? Écoute, c'est sûr que ça devient un critère pour tout le monde parce que, tu sais, mais sauf qu'il y a des équipes atroces qui ont des joueurs qui vont faire en sorte que les équipes vont presque faire les séries. Puis ce gars-là était plus important que l'autre qui a fait des séries avec une équipe pactée. Mais, tu l'as dit tantôt, dans leur cas à eux, ils ont une équipe à tout casser. T'sais, moi, personnellement, je n'ai pas eu des équipes comme ça dans le national.
C'est des équipes qui n'étaient pas supposées faire les séries, qu'on a réussi à rebondir ou à craquer, à motiver, tout ça. Ben, cette équipe-là est remplie à craquer. Ils ont toutes. Là. Ils ont des gardiens, ils ont des défenseurs de premier plan, des attaquants, de la profondeur, ils ont du talent. Et ça devient une question d'intangible après ça. Moi, il y a aussi, par contre, ce que je peux te dire, écoute, c'est un gars qui a eu 3 fois des camps à Berne en Suisse. Écoute, quel individu exceptionnel. Quel joueur de hockey, quelle personne. Et je te dis, là, c'est le genre de gars de même, tu veux coacher ça pendant 25 ans, là. C'est le genre de gars que tu veux que tes filles marient, là. C'est intelligent, sensé, travaillant. Écoute, c'était même pas son camp d'entraînement. Pendant un mois de temps, là, il arrivait 1 heure avant tout le monde, il aidait tout le monde. C'était le plus travaillant de mon camp. Il n'y avait rien avec mon équipe, là. C'était, puis, coach, qu'est-ce que tu veux ici? Puis poser des questions. Tu veux que je t'aide? Écoute, c'est brillant, intelligent, pense aux autres. Puis écoute, du talent. Il fait tout, là. C'est un Lidstrom pour moi, avec encore plus d'offensive, avec encore plus de patins. Écoute, c'est phénoménal. Comme disait Marc tantôt, c'est défenseur 2020. Fait que tu as comparé Lidstrom, là, mais c'est ça, adapté à 2020. Ouais. Honnêtement, ouais. Pour moi, c'est le meilleur dans la Ligue nationale. OK. Là, vous allez être d'un autre angle ce soir, les gars, c'est ça? Oui, on est d'un autre angle. C'est plate parce que la côte que Guy a dit sur le hockey versus le football, on n'aurait pas à faire jouer à Mathieu Proulx. On va regarder. Il va me dire qu'il se blesse plus, puis ça lui prend plus de temps à récupérer. Blanc. Mais il n'est pas là à ce soir. Non, il n'est pas là. Okay. C'est ça. Mais c'est pour ça que je peux dire ça. Comme ça, il ne me donne pas de vie. Ça donne 2 semaines de... C'est ça. Je serai à l'animation et je serai flanqué, bien sûr, de Guy Boucher comme panel, comme analyste avec Max et Bruno, bien sûr. Donc, on sera là sur, comme j'aime l'appeler, RDS 3 ou RDS Info. Parfait. Ben, merci, messieurs. Tu penses-tu que tu arrives pour la game? Non, ça va bien, là. Ça va bien. Puis en plus, vous m'avez fait passer une bonne demi-heure à oublier que j'étais sur la route. Demi-heure, bon. 45 minutes. D'après moi, c'était ton plan de me garder au téléphone tout le long de la rêve pour que ça passe plus vite. C'est bon. Bonne stratégie. Vous êtes bien gentils, messieurs. Merci. Passez ma journée. C'est toi qui es gentil. Merci, Guy. On se jase tout à l'heure. OK, bye-bye. Bye. On pourrait le dire à Guy, là, mais Sam, il dit la différence, c'est que Guy comprend quand nous enseignons, nous devons expliquer la même recette aux gens, mais d'une façon à chacun pour que chacun comprenne la recette, s'adapter au style d'apprentissage de chacun et pas donner à tous. Le prof écrit, il dit en théorie, tout paraît facile. C'est vrai, il y a des circonstances, Guy l'explique souvent aussi. Antoine dit les explications de Guy sont tellement précises et vraies, nommez-le premier ministre. Je ne suis pas si sûr que ça y tenterait. Ouais. Mais plusieurs rendez-vous aujourd'hui, évidemment, le match du Canadien sur RDS, suivi de... mais dans le fond, tu tripes sur le sport, ça joue où, tu penses? Ben c'est ça, ça tripe sur RDS. Bon, Doc Sénateur, après le match du Canadien, à 22h. Attends, je te dis, shoot l'horaire, tu commences avec Doc Sénateur? Non, le Canadien. OK. Suivi de Doc Sénateur. Okay. D'un autre angle, tu en as parlé à RDS Info, puis RDS Direct, évidemment. Ouais. Puis le match de l'Impact sur RDS 2 pour le match aller. Match qui est disputé à Montréal aussi. Hein? Ouais. On a plusieurs événements à Montréal. Mais c'est dès 19h30 pour l'avant-match. Donc ça se passe, comme tu l'as bien dit, à RDS aujourd'hui. On va se faire couper les cheveux et on va y aller. Yes. Ah ouais, tu vas avoir les cheveux frais coupés pour d'un autre angle? Voilà. OK, good. Ça te montre que, tu sais, podcast, on est en chum. Puis... C'est ça. En fait, demain, tu vas réarriver comme ça. Non, je ne serai pas. OK, c'est bon. All right, gros merci à Rexon dans la mise en onde. Ça doit être Rock qui est aux médias sociaux. C'est bien le cas. Rock, gros merci d'être là. Et gros merci à toi, Luc. Merci à vous d'avoir partagé votre heure de lunch avec nous. On sera là demain au lendemain de ce match canadien-prédateur. Match qui est à Montréal. Et on pourra en discuter, bien sûr. Guy sera avec nous aussi, je pense bien. Et on jase de tout ça ensemble demain. Gros show demain. Il va y avoir David. Il va y avoir du monde. David joue demain, par exemple. Oh, peut-être pas David. En tout cas, on s'en parle. On s'en parle. Merci d'avoir été là. Bye.